Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal francophone. Je suis Hasmi Karakelian. L'offensive du Premier ministre contre l'Église a franchi un nouveau cap ce matin. Le fil de l'actualité politique a démarré sur Facebook avec une publication au ton et un vocabulaire désormais tristement habituel. Dans un message au vitriol, Nicole Pachinian accuse frontalement le Catholicos de partager, je cite, l'idéologie et les plans visant à un coup d'État militaire, à fusiller des gens contre le mur et à semer le chaos. Une publication qui bafoue, selon les défenseurs des droits de l'homme, le principe de la présomption d'innocence, la culpabilité des archevêques n'étant pas encore prouvée. L'attaque se poursuit, le Premier ministre affirmant qu'aucun territoire du Saint-Siège ne peut être fermé aux forces de l'ordre, avant de conclure par une pique personnel. Grâce à Catrice et à quelques autres, ces territoires ne sont pas fermés à la fornication. Comme on peut le constater, le moratoire du Premier ministre sur l'utilisation du jargon a bel et bien expiré. Une charge si violente que l'équipe de défense de l'archevêque y voit un ordre direct adressé au parquet pour mener des perquisitions ou des arrestations au Saint-Siège. Car derrière cette guerre des mots, l'objectif politique annoncé il y a quelques jours est clair, forcer la tenue d'élections extraordinaires pour remplacer le chef suprême de l'Église arménienne. Mais le pouvoir politique peut-il dicter sa loi à une institution millénaire? Dans quelques cas et selon quelques règles, peut-on réellement changer du catholicos? Mon collègue Simon Hovhannisyan a interrogé des spécialistes et a étudié les règlements. Regardons son reportage. Qui souffre dans cette situation? Le peuple. Il ne sait pas s'il doit être du côté de l'État ou du côté de l'Église. Dans la rue, nous tentons de comprendre ce que pensent nos concitoyens de l'intention du Premier ministre d'organiser des élections extraordinaires pour le catholicos de tous les Arméniens. Les Arméniens auront un catholicos. Nous en serons très heureux. Quant au catholicos actuel, c'est-à-dire un agent, il est occupé par ses propres affaires. Que l'État s'occupe de ses affaires et l'Église des siennes. Ni l'un ne peut s'ingérer dans les affaires de l'autre, ni l'inverse. Ça ne m'a pas intéressé. Je n'ai absolument pas approfondi la question. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est ma famille. Mais comme vous vous en souvenez, Pachinian disait « L'Arménie est mon foyer, le peuple est ma famille ». Le Premier ministre propose donc des solutions très directes, presque familiales. Des élections extraordinaires pour le catholicos doivent avoir lieu, dit-il. Or, des élections extraordinaires pour le catholicos n'ont lieu que dans 3 cas, lorsque le catholicos décède, abdique ou qu'une motion de défiance est votée contre lui. Seule l'Assemblée ecclésiastique nationale peut voter une motion de défiance contre les catholicos. Ce sont des cas exceptionnels où l'Assemblée ecclésiastique nationale peut examiner les accusations, les enquêtes ou les charges concernant le catholicos de tous les Arméniens ou les patriarches arméniens. La question de la destitution du catholicos ne peut être examinée qu'avec l'accord des 2/3 de l'Assemblée ecclésiastique nationale. Pargev Barsegian, candidat en sciences philosophiques, raconte un cas du 7e siècle où, grâce à l'intervention du prince Smabat Bagratouni, Christophe II d'Apaounik fut élu lors d'élections régulières du catholicos. Mais 2 ans plus tard, les relations entre le catholicos et le prince se sont détériorées et Smabat a de nouveau convoqué une assemblée pour voter la défiance envers le catholicos. Il faut simplement admettre que le catholicos actuel a accompli un travail considérable et que l'écrasante majorité du clergé d'aujourd'hui lui est tout simplement dévouée. Ce sont les cadres qu'il a formés. C'est sous sa direction qu'ils sont devenus évêques, archimandrites. Autrement dit, il a créé un système où il est très respecté, aimé et où l'on n'ira pas contre lui. Le point suivant est la démission volontaire du catholicos. Par exemple, comme dans le cas de Yekrem I de Djoraguet, qui a démissionné pour des raisons de santé. Si des évêques ou, imaginons, certains ecclésiastiques tentaient de faire preuve d'indépendance ou de s'opposer, ils n'obtiendraient aucun résultat, car le système agirait contre eux. Le catholicos peut simplement les défroquer, le déclarer, et c'est tout. Il est chassé de l'Église, il n'a plus aucune autorité, plus rien. Dans les autres cas, lorsque le catholicos décède, selon le règlement de l'Assemblée ecclésiastique nationale, c'est cette même assemblée qui élit le nouveau chef spirituel. Selon le règlement, participent à l'élection les membres du haut clergé, 4 représentants de la congrégation du Saint-Siège d'Etchmiadzin, du catholicosat de la Grande Maison de Cilicie et le même nombre des patriarchats de Jérusalem et de Constantinople. Des représentants de tous les diocèses arméniens viennent pour l'élection. C'est le nombre d'Arméniens dans ces régions qui détermine le nombre de participants du diocèse aux élections. À ce moment-là, un conseil diocésain est convoqué et décide qui seront ses délégués. D'ailleurs, il peut y avoir aussi bien des ecclésiastiques que des laïcs, il n'y a aucune restriction sur leur nombre.
Descente de police mortelle en Russie, arrestation de journalistes à Bakou. La crise entre la Russie et l'Azerbaïdjan s'envenime d'heure en heure. Moscou dénonce un démantèlement délibéré des relations, une escalade qui pose question. S'agit-il d'une simple passe d'armes ou d'un véritable tournant géopolitique dans le Caucase? Et qui pourrait en être le grand gagnant? Le reportage de notre correspondante à Moscou, Shaker Azarian. Raid sur les domiciles d'Azerbaïdjanais à Ekaterinbourg, arrestation de journalistes russes à Bakou. Des Azerbaïdjanais plaqués au sol à Voronezh, passage à tabac de Russes arrêtés à Bakou, menace de fermeture des écoles russes. Le conflit russo-azerbaïdjanais s'intensifie non pas de jour en jour mais d'heure en heure. Le ministère russe des Affaires étrangères a qualifié les mesures de Bakou de démantèlement délibéré de relations. Le conflit est-il factice? Les politologues écartent cette hypothèse. Du sang a été versé. Un conflit ne peut pas être factice s'il est accompagné de sang. Il y a des victimes, des personnes arrêtées. Pourquoi une question relevant du domaine criminel s'est-elle transformée en une confrontation interétatique aussi grave? Dans les cercles d'experts de Moscou, on admet que la Russie a fait une erreur de calcul en considérant l'Azerbaïdjan comme son principal partenaire en Transcaucase. L'aspiration de la Russie à voir l'Azerbaïdjan dans le rôle d'un allié n'a pas coïncidé avec les intérêts de ce pays pour qui la Turquie occupe la première place. Et pour la Turquie, les relations avec l'Occident sont plus importantes que celles avec Moscou. Vladimir Novikov analyse la situation avec un recul de plusieurs années. L'Azerbaïdjan a constamment porté atteinte au prestige de la Russie, mais Moscou préférait ne pas le remarquer. Et maintenant, selon le politologue, ce qui était prévisible s'est produit. Le château de sable s'est effondré. Tout le monde prêtait attention à la rhétorique d'Aliyev. On disait « Regardez, il a parlé d'un ton dur avec Macron, avec Soros », mais personne ne voulait remarquer sa position inamicale envers Moscou. Qui se trouve derrière les Azerbaïdjanais? Les attentes du commanditaire ont-elles été satisfaites ou non? Et que se passe-t-il finalement? Arthur Ataev voit derrière tout cela des processus en pleine ébullition et une attention sans précédent des pays occidentaux pour le Grand Caucase. Dès que la Russie s'affaiblit, l'Occident s'active. C'est un scénario occidental classique pour déstabiliser les positions de la Russie dans le Grand Caucase. Rien de nouveau. Faites attention au contact Aliyev-Zelensky en ce moment précis. C'est un signe clair pour Moscou que, pardon, mais nous ne sommes pas des partenaires, ni des alliés stratégiques, et nous passons à un autre niveau de relation. Après s'être emparé de l'Artsakh, Aliyev est toujours dans l'euphorie. Vladimir Novikov explique aussi par cela les agissements de l'Azerbaïdjan. Monsieur Aliyev, satisfait de lui-même, pense qu'il peut aussi prendre Tabriz. Confiant en lui, il a décidé de presser tout et tout le monde. La Russie a perdu son influence en Transcaucasie lorsque le Karabakh est passé sous contrôle azerbaïdjanais. Le problème du Haut-Karabakh était une ancre grâce à laquelle la Russie pouvait influencer à la fois l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Il fallait s'y accrocher fermement, prendre des mesures dures, indépendamment du comportement de Pachinian. Les réponses modérées de Moscou et le fait de relâcher les Azerbaïdjanais plaqués au sol après une conversation aimable exaspèrent les habitants de la Russie. Mikhail Alexandrov est convaincu que seule une approche ferme peut résoudre le problème. Ne pourrait-on pas appliquer des sanctions contre les personnes ayant commis des crimes contre l'Azerbaïdjan? Qu'est-ce qui empêche d'introduire un régime de visa? Si une politique aussi modérée se poursuit, elle pourrait mener à une déstabilisation car cela met les gens en colère et il faut prendre des mesures urgentes pour régler le problème du régime d'Aliyev. Dans la situation actuelle, la conviction du docteur en sciences politiques se renforce. Sur fond de tensions russo-azerbaïdjanaises, la Russie a une chance de restaurer ses positions en Transcaucase en prenant des mesures très sérieuses en faveur de son allié, l'Arménie. L'ancien diplomate russe rappelle que la Russie ne signe pas un accord avec le dirigeant de la République d'Arménie du moment, mais avec le pays. Shaker Azarian, Renews Armenia, Moscou. Le représentant du président azerbaïdjanais pour les missions spéciales, Elchin Amirbekov, a déclaré que les discussions sur le texte du projet de traité de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan étaient terminées. Selon lui, une opportunité historique s'est présentée pour instaurer une paix durable dans le Caucase du Sud. Il a cependant réitéré les conditions préalables de l'Azerbaïdjan, la modification de la constitution arménienne et la dissolution du groupe de Minsk. Changeons la thématique de la fraternité d'armes durant les croisades à la reconnaissance du génocide arménien. L'histoire qui lie la France et l'Arménie est un lien indéfectible. Il faudrait des heures pour raconter tous les chapitres de cette amitié. Mais comment ne pas évoquer l'amiral d'Artiche du Fournet qui a sauvé 4000 Arméniens du Moussadar, faisant de la France une terre d'asile. Un soutien qui ne s'est jamais
jamais démenti de l'aide humanitaire envoyée par les villes françaises pendant la guerre de 44 jours aux multiples jumelages qui unissent nos deux pays. Des relations si profondes qu'on les compare souvent à celles d'une famille. Mais comme dans toute famille, des questions complexes, des incompréhensions peuvent naître. Et le récent soutien d'Emmanuel Macron à la démocratie arménienne dans un contexte de crise avec l'Église a justement semé le trouble et soulevé des questions. Comment analyser cette posture entre l'amitié sincère et intérêt géopolitique? Quelle est la véritable nature des relations franco-arméniennes aujourd'hui? Le reportage d'Anna Harutyunyan. J'ai eu un très bon échange téléphonique avec le Premier ministre arménien Nikol Pachinian. Je lui ai dit la solidarité de la France face aux tentatives de déstabilisation de la démocratie arménienne. Cette déclaration d'Emmanuel Macron a soulevé une vague de critiques dans certains cercles de la société arménienne. La principale raison du mécontentement, le soutien du président français, intervient juste après l'arrestation de hauts dignitaires du clergé de l'Église arménienne. Selon Hilda Choboyan, présidente de l'Institut du Caucase, il y a là une logique sous-jacente. Depuis la Grande Révolution française en 1789, on peut apercevoir que les Français entretiennent une sorte d'hostilité envers le cléricalisme. Et la France établit également un parallèle entre les événements de 2018 en Arménie et la prise de la Bastille. En France, on a tendance à croire que ce qui se passe aujourd'hui en Arménie est similaire à ce qui s'est passé durant leur révolution. Non, ce n'est pas du tout la même chose. Il y a une incompréhension, non seulement de la part de M. Macron, mais aussi de l'ambassadeur de France en Arménie. Oui, en 2018, de nouveaux espoirs sont nés chez les Arméniens, y compris dans la diaspora. Cependant, un cercle restreint, qui connaissait bien les figures du pouvoir actuel, était déjà convaincu que ce qui s'était passé n'était pas une révolution. Bien que la France entretienne des relations chaleureuses avec l'Arménie à tous les niveaux, du soutien financier au programme de développement local, où l'influente communauté arménienne joue un grand rôle, en matière de politique étrangère, la France défend avant tout ses propres intérêts. Pour preuve, l'ambassadrice de France en Azerbaïdjan s'est récemment rendue à Chouchi occupé et a tenu des propos agréables aux oreilles de Bakou. Pour Hilda Choboyan, la politique est une affaire de calcul froid. Cette posture émotionnelle envers la France, particulièrement au sein des Arméniens vivant en Arménie, est préjudiciable. Bien sûr, on peut avoir de la sympathie, mais cela s'est transformé en un facteur politique qui doit aussi profiter à l'Arménie et pas seulement à la France. Il faut avancer avec cette idée, car pratiquement dans la géopolitique, il n'existe pas d'État ami. Oui, Macron est une figure politique très sympathique, c'est un président sympathique, mais cette sympathie a ses limites. Et en face, il y a d'autres intérêts, par exemple les intérêts économiques. Selon les analystes, l'Arménie doit construire des relations plus pragmatiques avec la France. D'après le célèbre politologue français Frédéric Ancel, la France est le seul pays d'Europe à avoir une attitude manifestement bienveillante envers l'Arménie et l'un des rares pays occidentaux techniquement capables de fournir à Erevan du matériel militaire de qualité. À tout point de vue, bien sûr, l'Arménie d'abord doit quitter le giron russe, qui a été extrêmement néfaste ces dernières années, et doit rejoindre un giron occidental. Mais lequel ? Je pense que M. Trump ne s'intéresse absolument pas à l'Arménie et qu'il ne sait pas où la situer sur une carte du monde. Donc, en réalité, tant qu'il sera au pouvoir, il n'y aura rien à attendre des États-Unis. Donc, oui, je pense que là, pour l'instant, la seule solution, c'est effectivement un rapprochement considérable avec la France. Actuellement, l'Arménie aspire à rejoindre l'Union européenne, mais c'est un long processus. Hilda Choboyan ne voit pas cette possibilité dans un avenir prévisible. De grands changements géopolitiques seraient nécessaires. En tant que pays bienveillant envers l'Arménie, la France peut aider sur certains points pour que l'Arménie devienne membre de l'Union européenne. Mais il faut qu'il y ait des prérequis pour que la France puisse faire quelque chose. Actuellement, l'Arménie aspire à rejoindre l'Union européenne, mais c'est un long processus. Hilda Choboyan ne voit pas cette possibilité dans un avenir prévisible. De grands changements géopolitiques seraient nécessaires. De plus, en Europe, les décisions se prennent par consensus, ce qui signifie que tout le monde doit être d'accord. Il suffit qu'un seul pays ne soit pas d'accord pour que cela n'ait pas lieu. Et aujourd'hui, un tel processus n'existe absolument pas. Hilda Choboyan rappelle qu'une coopération plus intense entre les deux pays a commencé après la guerre de 2020. Jusque-là, le gouvernement s'est opposé au processus parlementaire de soutien à l'Artsakh. Les Arméniens ont une bonne image en France, mais il y a eu des périodes où l'attitude vis-à-vis de la cause arménienne était différente. Dans les années 2000, la France était favorable à l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. En tant que pays bienveillant envers l'Arménie, la France peut aider sur certains points pour que l'Arménie devienne membre de l'Union européenne. Mais il faut qu'il y ait des prérequis pour que la France puisse faire quelque chose. Le processus d'adhésion au Conseil de l'Europe s'est fait en parallèle avec l'Azerbaïdjan, c'est-à-dire que l'Arménie est perçue en Europe comme un pays faisant partie d'une région. Il n'y a donc pas de processus distinct et il ne peut y en avoir un, aux yeux des Européens, uniquement pour l'Arménie,
Dans le contexte des menaces pesant sur l'Arménie sur fond du conflit israélo-iranien, le politologue français est convaincu que la France se tiendra aux côtés de l'Arménie. Je crois que l'Azerbaïdjan a obtenu une victoire nette et totale en 2020. Je crois que depuis, elle a été sollicitée par l'Union européenne, et notamment sur la question du gaz dont je parlais tout à l'heure. Elle n'aurait pas un intérêt, comment dirais-je, prosaïque, oui, et économique et peut-être même pas diplomatique, à aller s'attaquer à un État souverain. Je pense que si elle le faisait, la France entraînerait l'Union européenne dans un train de sanctions extrêmement lourd. Et à la fin des fins, que gagnerait Bakou ? Je vois pas, j'arrive pas à imaginer. Si vous voulez, je pense que l'Azerbaïdjan préférera à court terme signer ce traité de paix qui lui permettra d'augmenter son commerce sur la rive de l'Arax, vers le Nakhitchevan et la Turquie, sans avoir besoin de faire la guerre. Selon la figure de la communauté franco-arménienne, Hilda Djoboyan, le peuple arménien doit se réveiller et comprendre ce qu'est la politique. Anna Arutunian, Réopamboudia. Vous pouvez retrouver les interviews entières de Frédéric Ancel et Hilda Djoboyan sur les réseaux sociaux de Reopened Media, ainsi que sur notre site officiel. Et une information importante pour les Arméniens du monde. C'est un rendez-vous que beaucoup attendaient. Un moment de communion nationale. Charles Aznavour, figure d'unité qui transcende les générations et les clivages, sera bientôt de retour au cœur de la capitale arménienne. La cérémonie d'inauguration de sa statue aura lieu le 18 juillet à 11h sur la place qui porte son nom. L'annonce a été faite par le vice-maire d'Erevan qui a souligné que la municipalité a pris en charge l'intégralité des coûts et une décision forte là où la ville reçoit habituellement de telles œuvres en cadeau. Choisi avec son fils Nicolas, les liens de la statue ont été coulés à Gyumri, un hommage pour que l'un des plus grands ambassadeurs de l'Arménie retrouve enfin sa place parmi les siens. Allons en France, un geste héroïque au cœur de Paris ce vendredi. Foussiyeno Cissé n'a pas hésité à risquer sa vie pour sauver une famille de 6 personnes d'un incendie dans le 18e arrondissement. Passant par la fenêtre, il s'est agrippé à la façade pour évacuer un par un les 6 membres de la famille, dont 4 enfants et 2 bébés prisonniers des flammes. Un acte de bravoure exceptionnel qui sera récompensé, selon BFM TV, qui cite une source proche du ministère de l'Intérieur français. Il sera prochainement décoré pour cet acte de courage et de dévouement. C'est bon, il a le bébé dans les bras, Au nom de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Ils sont au 6e étage. Là, ils vont faire sortir les garçons. Oui, il y avait un autre bébé encore. Il y a 2 bébés? Il y avait 2 bébés. Lui, il doit avoir 1 an, je pense. J'ai pas hésité. Moi, quand je suis venu, j'ai sauté automatiquement. Sans dire non, ici c'est dangereux ou c'est pas dangereux. Moi, j'ai pas calculé à faire ça. C'est une fierté. Tu ressens quelque chose au fond de toi. Et à la fin de notre édition, un plongeon dans l'histoire au cœur de Paris. C'est un symbole fort et une promesse tenue. 100 ans après son interdiction, la baignade dans la Seine est de nouveau autorisée. Une véritable révolution rendue possible par les Jeux olympiques et un plan d'assainissement sans précédent. Alors, les premiers baigneurs sont-ils au rendez-vous? On est bien, Tour Eiffel, tout est beau et la bouée, je pense que c'est une sécurité pour... Si jamais les gens sont un peu trop audacieux, on peut s'accrocher. Il y a un petit courant, mais la température est très agréable. On est bien là, dans le soleil surtout. C'était l'essentiel de l'actualité en ce 7 juillet. Merci d'avoir suivi ReNews, l'édition francophone de Reopened Media. Je suis Hasmik Arakelian, je vous donne rendez-vous demain. À très vite.